le but, c'est vraiment d'aller sur de la stratégie hypothécaire et d'être capable de pouvoir vous déterminer la meilleure stratégie pour vous. Et donc, qui sera une stratégie qui va être différente de celle du voisin, celle de la cousine, etc. On ne va vraiment pas faire les mêmes recommandations en fonction des différents projets. Notre but, c'est vraiment de vous défendre vos intérêts à vous et de vous proposer la meilleure solution pour vous. Évidemment, comme on est courtier, on n'est pas rattaché à une banque en particulier, donc on va travailler avec plusieurs partenaires et on va avoir la possibilité d'accéder à différentes institutions financières. Donc, par exemple, moi, ma bannière, on travaille avec 28 prêteurs différents et ça nous permet d'accéder à différentes options pour satisfaire tout le monde. On est très disponible, évidemment, parce qu'on travaille les soirs, les fins de semaine. On essaye quand même d'avoir une vie au travers de ça, mais on a quand même une plus grande disponibilité horaire. On est travailleur autonome. Vous allez avoir un seul interlocuteur au travers de toute votre vie sur ce projet et sur les projets futurs. Donc, l'avantage, c'est que vous allez avoir vraiment un contact privilégié avec une seule personne qui va vous connaître et va vous suivre tout au long de votre vie et de votre parcours hypothécaire. N'oublions pas également que c'est un service qui est 100% gratuit, donc c'est vraiment intéressant pour vous de pouvoir y avoir accès. Pourquoi est-ce que c'est 100% gratuit? C'est tout simplement parce que nous sommes rémunérés par l'intermédiaire de la banque avec laquelle vous allez avoir affaire à faire par votre intermédiaire. Donc la banque va nous donner une commission, comme si on était un apporteur d'affaires indépendant qu'il n'avait pas finalement à payer en interne. Et donc, ça fait en sorte que vous, de votre côté, vous n'avez rien à payer. Pas de frais cachés, pas de frais de dossier pour tout ce qui concerne le prêt standard. Alors, plus particulièrement maintenant sur ce qui concerne le financement au Québec. Il faut savoir qu'au Québec, on a vraiment deux types de prêts. On a un prêt qui s'appelle conventionnel et on a un prêt qui s'appelle assuré. Ce prêt conventionnel, c'est lorsqu'on met 20% de mise de fonds, 20% d'apport ou plus. Dans ces cas-là, on n'a pas d'assurance hypothécaire qui rentre en ligne de compte. Je vais y revenir après sur ce que c'est qu'exactement l'assurance hypothécaire. On a un choix de prêteurs qui est plus limité parce que la plupart des prêteurs préfèrent avoir la possibilité d'avoir un assureur en arrière. Les taux d'intérêt peuvent être un petit peu plus élevés du fait de l'absence de l'assureur, justement. Donc, si on parle du prêt assuré, c'est dès qu'on met moins de 20% d'apport, on est obligatoirement assuré. C'est une loi fédérale. Ça n'est pas spécifiquement lié à vous en tant que nouvel arrivant. C'est valable pour tout le monde. Cette assurance hypothécaire qui s'ajoute à votre financement, elle va être amortie sur toute la durée du financement. Donc, on n'a pas besoin de la payer cash, cette prime d'assurance. Elle vient s'ajouter et elle amortit sur la durée. Par contre, cette assurance hypothécaire-là, vous n'êtes pas les bénéficiaires de cette assurance. Donc, c'est vous qui payez la prime, mais ce n'est pas vous qui en êtes bénéficiaire. C'est le créancier. Donc, le créancier qui apporte la propriété, si jamais à un moment donné, il doit, pour X ou Y raison, récupérer votre propriété et la mettre en vente, et qu'il ne récupère pas les fonds qu'il vous a prêtés, alors l'assureur va venir compenser le créancier de ce qu'il aura perdu. Donc, encore une fois, vous n'êtes pas bénéficiaire de cette assurance-là. Cependant, ce que ça fait, c'est que ça vient ajouter un niveau de sécurité supplémentaire pour le créancier. Et donc, ça fait en sorte que les taux peuvent être un peu plus bas. Donc, ça peut être intéressant. Cependant, la plupart du temps, les gens posent souvent la question de me dire, est-ce que ça vaut la peine de mettre donc moins de 20% pour bénéficier des taux plus bas? La réponse, c'est non, pas en ce moment. En ce moment, les taux sont faits de telle façon que le fait que vous payiez la prime d'assurance, malgré le fait qu'on ait un taux un petit peu plus élevé, ne viendra pas compenser le montant de la prime d'assurance qui s'ajoute. Donc, si vous avez le 20%, ça vaut quand même la peine d'aller au 20%. Alors, une notion qui est très importante ici, c'est la notion de terme. Le terme, c'est la durée pendant laquelle vous êtes engagé envers le prêteur. Le prêteur va consentir un prêt
Et ce prêt, généralement, est consenti pour une durée de 1 à 5 ans. Cette durée-là va être une durée qui va être ferme. Donc, pendant tout le temps où vous allez être engagé envers le prêteur, pendant cette durée, donc qui va varier de 1 à 5 ans, mais encore une fois, on peut aller jusqu'à 10 ans, alors vous êtes fermement engagé. Si toutefois, à un moment donné, vous décidiez de rompre ce contrat, et donc de rompre le terme avec le prêteur, alors il y a des pénalités qui s'appliquent. Les pénalités ne sont pas les mêmes en fonction de si on est sur un taux fixe ou si on est sur un taux variable. Les pénalités sont généralement moins élevées sur le variable, mais vous êtes fermement engagé. Donc, réfléchissons bien à la durée d'engagement que l'on prend lorsque on prend un prêt hypothécaire, parce que cela va nécessairement avoir un impact sur la suite pour vous. Lorsque l'on arrive à l'échéance du terme, c'est bien important de comprendre que l'échéance du terme veut dire qu'on n'est plus engagé envers le prêteur et le prêteur n'est plus engagé non plus envers nous. Donc, on n'a pas la possibilité de prolonger le taux que l'on avait eu précédemment. Et de la même façon, le prêteur ne peut pas vous surfacturer un taux. Par exemple, si vous preniez un taux en ce moment et que les taux sont plus élevés, que vous décidiez de vous engager pour 3 ans, dans 3 ans, le prêteur ne peut pas dire « je vous garde le taux de 2024 » alors qu'on est en 2027. Il est obligé d'aller à vous proposer le taux de 2027. Donc, un taux qui sera en vigueur à ce moment-là. Et inversement, si les taux étaient plus bas aujourd'hui, il n'aurait pas la possibilité de vous proposer de garder un taux plus bas à l'échéance. Donc, au moment du transfert, au moment du renouvellement du prêt, vous n'êtes plus engagé, mais les conditions du prêt donc se renégocient complètement. C'est la raison pour laquelle ce choix-là, le choix du terme, est vraiment primordial, à la fois pour éviter de payer les pénalités pour un terme qui serait mal accordé, mais aussi pour avoir le meilleur rapport qualité-prix possible au niveau du taux que vous allez pouvoir avoir. Si on regarde le processus d'achat un petit peu plus en détail, d'abord, en étape 1, la première étape, c'est moi. On se contacte et on établit ensemble une pré-approbation. Idéalement, c'est vraiment toujours de commencer par là. Alors, je le dis souvent, c'est vrai que mon rôle à moi, c'est pas le rôle le plus glamour qui soit, parce que souvent, on aime bien plutôt rêver, aller sur Centris, regarder des propriétés et donc potentiellement contacter un courtier immobilier. Donc un agent immobilier finalement. Mais la réalité, c'est que c'est beaucoup mieux de contacter d'abord le courtier hypothécaire pour établir la préapprobation, pour éviter de rêver de quelque chose finalement que vous ne pouvez pas vous permettre. L'étape 2, c'est donc de chercher et trouver la maison. Maintenant que vous avez établi votre budget, vous allez pouvoir contacter un courtier immobilier qui va vous représenter et donc pouvoir aller chercher la bonne propriété pour vous. L'étape 3, une fois que vous avez trouvé votre propriété, donc vous allez passer en étape d'approbation. Avant, on était en pré-approbation, maintenant on est en approbation. Donc le dossier va partir chez un prêteur pour être approuvé effectivement sur la propriété qu'on a visée en particulier. Donc là, attention, les délais sont beaucoup plus courts que ceux à quoi vous avez potentiellement l'habitude en Europe. Il s'agit donc d'un 14 jours en moyenne pour pouvoir obtenir ce financement. 14 jours calendaires, donc incluant les fériés, incluant les fins de semaine. Ça va très vite. C'est la raison pour laquelle être préapprouvé est vraiment très intéressant parce que lorsque vous m'envoyez votre demande de préapprobation, je vais vérifier vraiment un grand nombre de documents et ça, vous allez prendre beaucoup d'avance. L'étape 4, vous allez faire inspecter votre maison. Ensuite, vous allez choisir votre notaire. On prépare les documents de clôture. Donc, entre nous, le notaire, le courtier immobilier, on va pouvoir rassembler la documentation finale. Et ensuite, vous passez chez le notaire et vous emménagez dans votre propriété. Donc, si on fait un focus un peu particulier sur la préapprobation, parce que c'est la première étape, mais c'est une étape qui est vraiment cruciale. Donc, on a vraiment beaucoup de choses à dire sur cette première étape-là. La préqualification ou préapprobation, c'est la même chose. C'est vraiment une étape clé. Je vous déconseille
fortement d'aller sur des calculateurs en ligne pour essayer de calculer votre propre capacité d'emprunt vous-même. En effet, lorsque vous allez sur un outil en ligne, il va vous demander un certain nombre d'éléments, mais tous les calculateurs ne se valent pas déjà d'une, et de deux, il va notamment vous demander vos revenus. Et c'est assez rare que vous soyez en capacité de déterminer de quel revenu on va se servir pour vous qualifier. En effet, vous allez parler d'un revenu X, alors que lorsque vous allez nous envoyer la documentation, finalement, on va se rendre compte que le revenu qu'on va prendre en compte n'est pas celui-ci, mais peut être un revenu différent. Donc, pour cette raison-là, et aussi parce que les calculateurs vous demandent souvent d'indiquer un taux, on ne sait pas nécessairement toujours le taux auquel vous allez avoir droit ou auquel vous allez avoir accès. Et la dernière chose aussi, c'est que parfois les calculateurs oublient la prime d'assurance et ça fait une grosse différence dans la capacité d'emprunt. On se base sur deux types de quotas en fait, pour calculer la capacité d'emprunt. On a l'ABD, l'amortissement brut de la dette, et l'ATD, l'amortissement total de la dette. Ces deux critères-là sont importants lorsque l'on calcule votre préqualification. Donc, c'est la même chose quand on parle d'amortissement total de la dette, de quelle dette on parle et qu'est-ce qui va être pris en considération pour le calculer. Vous n'êtes pas toujours en mesure de pouvoir y répondre comme il faut. Sachez qu'on ne vous qualifie pas sur le taux contractuel. On vous qualifie toujours sur un taux supérieur au taux contractuel, justement, pour faire ce qu'on appelle le stress test et s'assurer que vous allez être en capacité de payer, même si les taux devaient augmenter. Attention, c'est très important, si vous détenez des dettes à l'étranger, on doit tenir compte de cette dette-là. Par contre, on ne peut pas tenir compte des revenus perçus à l'étranger. Donc, si vous êtes détenteur d'une propriété à l'étranger sur laquelle vous avez un prêt immobilier et qui génère des revenus de loyer, malheureusement, on va tenir compte de la dette du prêt, mais on ne va pas tenir compte du loyer, sauf exception. Si ça fait plus que 2 ans que vous êtes au Québec et que ça fait plus de 2 ans que vous déclarez les loyers, certains prêteurs vont accepter de faire des exceptions, mais ce n'est pas la majeure partie. Attention également, s'il y a une préqualification, ça ne veut pas nécessairement dire que votre taux est réservé ou que votre taux est gelé. Préqualification, préapprobation, ça veut dire capacité d'emprunt. Préautorisation, là, ça veut dire qu'on aura réservé un taux chez un prêteur en particulier. Alors maintenant, parlons de qui peut acheter. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire presque tout le monde peut acheter, mais ça dépend quoi. En réalité, tout le monde peut acheter quelque chose, mais tout le monde ne peut pas tout acheter. Donc les conditions vont varier en fonction des prêteurs et évidemment en fonction de votre statut. Si vous êtes en résidence permanente, si vous êtes en résidence temporaire, depuis combien de temps vous êtes au Québec, tout ça va avoir un impact sur plusieurs éléments. Le type de propriété que vous allez pouvoir acheter, la mise de fonds que vous allez pouvoir mettre, le montant de l'amortissement et le type de prêteur traditionnel ou alternatif. Évidemment, la nouvelle loi, qui n'est plus si nouvelle maintenant, d'interdiction d'achat par les non-canadiens, vient avoir un impact très sévère là-dessus et on va pouvoir en parler justement plus en détail maintenant. Vous avez probablement vu que cette loi est prolongée jusqu'au 1er janvier 2027. Donc, gardez en tête le fait que cette loi-là, elle est là pour durer malheureusement encore quelques temps. On a des exceptions au niveau des personnes. Donc, vous avez pu voir que si on est détenteur d'un permis de travail, on a la possibilité d'acheter si notre permis de travail est valide plus que 183 jours à la date de notaire. Je parle bien de permis de travail et non pas de permis d'études, parce qu'avec le permis d'études, il faut avoir produit 5 années d'avis de cotisation pour être exempté de cette loi-là. Donc, c'est bien important de faire la différence entre les deux. Par contre, si on est conjoint de fait ou marié avec une personne qui a un permis de travail, qui est résident permanent ou qui est citoyen, on est aussi exempté. Attention, je parle bien de conjoint de fait et de personnes mariées. Famille proche comme frères, sœurs, parents, enfants, ça ne fonctionne pas. En revanche, on a aussi des exemptions de situation. Donc, par exemple, au niveau de la géographie, vous avez pu voir qu'il y a plusieurs
zones géographiques qui sont exemptées de la loi. Donc, même si vous ne rentrez pas dans les exemptions de faire personne, mais que vous rentrez dans une exemption de situation, donc acheter dans un autre secteur géographique, par exemple, vous êtes aussi exempté. Il y a aussi des exemptions au niveau des propriétés plus que 4 logements. Donc, si vous achetez plus qu'un 4plex, donc 5plex, 6plex ou plus, vous êtes aussi exempté de la loi, donc vous pouvez acheter n'importe où et vous n'avez pas besoin d'avoir des exemptions de personnes par rapport à ça. Au niveau des propriétés éligibles, donc encore une fois, si vous êtes, éligible au niveau des exemptions dont on vient de parler, donc vous avez la possibilité d'acheter en assuré une seule propriété. Par une seule propriété, ce qu'on entend, c'est un seul numéro de cadastre. Donc, par exemple, un duplex ou un triplex, c'est considéré comme une seule propriété. Donc, en assuré, on a la possibilité d'acheter une propriété, résidence principale, donc propriétaire occupant, donc soit un unifamilial, soit un duplex, triplex ou quatreplex, pour lequel on occuperait un des logements. Dans ces cas-là, on rentre dans les propriétés acceptées par le programme qui est en place pour les nouveaux arrivants. Si vous achetez du locatif ou un plex au-delà du 4plex, alors c'est possible. Vous devrez par contre mettre 20% de mise de fonds. Vous devrez avoir des ratios d'endettement qui fonctionnent évidemment et le nombre de prêteurs éligibles va être réduit. D'accord? Donc, attention, au niveau de la loi, il y a un élément qui prête à confusion ou sur lequel tous les prêteurs ne sont pas d'accord. C'est le fait d'acheter une seule propriété ou deux propriétés. Donc, quand je parlais tout à l'heure, par exemple, je m'achète d'abord une maison, puis ensuite je m'achète un condo que je vais mettre en locatif, ou alors je commence avec un duplex que j'occupe, et puis finalement je le mets en location et je m'achète ensuite une maison. Donc là, ça fait deux propriétés. Dans le cadre de la loi, on a la possibilité d'acheter jusqu'à deux propriétés maximum, mais plusieurs prêteurs ne sont pas à l'aise avec ce deux propriétés maximum. Donc, on a un nombre réduit de prêteurs qui vont accepter d'aller financer la deuxième propriété dans la loi. Donc, il y a aussi en ce moment un autre élément qui vient compliquer encore les choses au niveau de la loi, c'est quand on est un couple et que, par exemple, on est un couple avec deux permis de travail. Et j'ai une personne dans le couple dont le permis de travail est valide plus que 183 jours à la date de notaire, mais le deuxième conjoint, lui, a un permis de travail qui vient à échéance avant le 183 jours. Techniquement, selon la loi, vous avez le droit d'acheter parce que vous êtes conjoint de fait ou marié avec une personne qui est exemptée. Donc, la personne qui est exemptée, elle a un permis de travail valide plus que 183 jours. Donc, par défaut, la deuxième personne du couple est aussi exemptée. Mais par contre, pour le financement, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de prêteurs qui se refusent à financer ce genre de situation-là. Donc, cas par cas, dépendamment du dossier, alors on peut faire des exceptions. Mais vraiment, c'est du cas par cas. C'est que si vous êtes dans cette situation-là, je vous invite à me contacter et puis on va discuter ensemble, voir si vous pourriez rentrer dans le cas de ces exceptions. Je fais un petit aparté sur la cote de crédit. Vous n'êtes pas sans savoir que la cote de crédit est vraiment un critère clé pour pouvoir obtenir le meilleur financement possible. Donc, ne pas vouloir avoir une cote de crédit n'est pas nécessairement une bonne idée parce que c'est ce qui va vous permettre de maximiser votre capacité d'emprunt et de maximiser d'avoir un taux intéressant. Donc, vraiment très important, si jamais ça vous intéresse, je donne régulièrement des conférences sur la cote de crédit spécifiquement. C'est une conférence qui dure 1 heure. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Donc, je ne prétends pas tout rassembler en 1 heure. Par contre, vous avez ici à l'écran les erreurs à éviter. Donc, pensez-y. Il y a des éléments qu'on pense savoir et qu'on en fait, ne sait pas forcément. Typiquement, utiliser une carte de crédit comme une carte de débit, c'est une erreur qui est très fréquente. Donc, si ma carte a une limite de 1 000 $, d'aller jusqu'aux 1 000 $ n'est pas une bonne idée. Il faut toujours rester en dessous de 30% de la capacité de sa carte.
Je ne citerai que cet exemple-là. Il y en a quelques autres. Je vous invite donc à assister aux conférences qui vont suivre là-dessus, mais vraiment gardez en tête que ce côté-là, c'est vraiment le nerf de la guerre. Quand vous achetez une propriété, vous avez aussi des frais annexes qui viennent rentrer en compte, qui s'appellent les frais de clôture ou les frais de démarrage. C'est un ensemble de frais que vous allez avoir à dépenser à un moment donné ou à un autre, mais que vous n'allez pas nécessairement devoir mettre de côté ou que la banque ne va pas mettre de côté pour vous. Donc, il faut juste garder en tête de les avoir. Globalement, je conseille d'avoir 2% du prix d'achat de côté pour faire face à tous ces frais-là. Mais gardez en tête que ces frais ne sont pas finançables. Donc, je ne peux pas les inclure dans mon prêt. Donc, quand je fais un prêt, je vais uniquement me baser sur le prix d'achat, éventuellement avec des rénovations si vous voulez faire des rénovations. Mais je ne peux pas inclure les frais de clôture ou les frais de démarrage dans le montant finançable. Donc, c'est vraiment bien important de les avoir car vous ne pourrez pas les ajouter au montant de votre prêt. Il existe plusieurs programmes pour accéder à la propriété. J'en ai cité quelques-uns ici. Je ne vais pas rentrer dans le détail des programmes parce que chaque programme est spécifique et les critères sont aussi spécifiques. Donc, je ne veux pas rentrer dans le détail. Par contre, la seule chose que je veux vous dire, c'est que vous êtes éligible à pouvoir participer à chacun de ces programmes à partir du moment où vous êtes résident fiscal canadien. Donc, si vous travaillez au Canada et que vous produisez des avis d'impôts canadiens, vous êtes éligible à chacun de ces programmes-là. L'IAPP est maintenant terminé, mais tous les autres sont encore en vigueur. Donc, gardez en tête que c'est quelque chose que auquel vous pouvez tout à fait prétendre. Alors, toutes les semaines, les jeudis, donc malheureusement pour aujourd'hui, c'est encore trop tôt, ce sera publié demain, mais toutes les semaines, tous les jeudis, je publie les taux et les tendances de la semaine. Donc, les taux de la semaine dernière étaient ceux que vous pouvez voir à gauche. Ils n'ont pas nécessairement beaucoup bougé depuis. La seule chose, par contre, que je peux vous dire, c'est qu'on est malgré tout sur une tendance à la baisse globalement depuis quelques jours. On voit que les rabais sur les taux variables ont baissé globalement et on voit que les prêteurs essayent de tous s'accoter finalement au taux du prêteur le plus bas du moment. Donc, généralement, les taux, il y a une variabilité de taux chez les différents prêteurs et ils se comparent les uns aux autres régulièrement. Il y en a toujours un qui est moins cher que tout le monde et donc, là, en ce moment, ce qu'on voit, c'est que là où il y avait finalement une certaine stabilité, les autres prêteurs commencent à descendre leur taux pour s'accoter sur celui du taux le plus bas. Donc, globalement, potentiellement une baisse globale des taux à venir prochainement. Si on regarde un peu plus en détail l'évolution des taux finalement hypothécaires dans les 25 dernières années, ce qu'on peut voir et les questions qu'on me pose régulièrement, c'est est-ce qu'on va revenir au taux des années 80, etc. Donc, dans les années 80, on était hors de ce fichier-là qu'on voit à l'écran aujourd'hui. On était sur des taux qui avoisinaient les 12-14%. Ce qu'on peut voir, c'est que sur les 25 dernières années, on n'a pas été dans ces taux-là. Et ce qu'on voit également, c'est que l'écart entre la capacité d'emprunt et le montant des revenus perçus se creuse. Donc aujourd'hui, on n'est plus capable de s'acheter une propriété avec le même ratio que ce qu'on pouvait faire dans les années 80. Dans les années 80, le montant dont on avait besoin pour s'acheter une maison était beaucoup moins grand que celui d'aujourd'hui à cause de tous les autres facteurs qui entourent un achat. Donc, on n'est pas vraiment dans une économie prête à supporter des taux autour de 12 à 14%. Donc, on ne parie pas sur le fait de revenir à ce genre de taux-là. Ensuite, la deuxième question, c'est oui, mais la crise des subprimes qui a eu lieu en 2008, etc., etc. Bon, c'est la deuxième chose. On n'est pas du tout dans un profil similaire, économiquement parlant, à ce qui s'est passé pendant la crise des subprimes. Donc, on ne s'attend pas à avoir un comportement des taux qui soit tout à fait similaire à ce qu'on a pu voir dans les années 2008 non plus.
Et donc, finalement, comment vont être les taux à la sortie de la crise? Ça, c'est la grande question. Aujourd'hui, c'est-à-dire fin 2023, on avait vu que les taux affichés étaient très élevés par rapport à ce à quoi on avait l'habitude finalement avant la crise de la Covid. Et on ne s'attend pas nécessairement à ce que nos taux reviennent au montant qu'il y avait avant la Covid. Attention, on ne s'attend vraiment pas à avoir des taux typiques de 2020-2021, mais on pense non plus qu'on ne sera pas à des taux de 2011. On pense qu'on sera probablement à des taux un petit peu plus élevés. Donc, tablons, selon les économistes, à des taux de sortie de crise autour de 4%. Donc aujourd'hui, vous avez pu voir qu'on est entre 5 et 7, dépendamment du terme qu'on choisit. Les économistes pensent qu'on va revenir à un taux qui va avoisiner les 4% pour les taux fixes 5 ans prochainement. Donc, si on regarde les perspectives de la SCHL, qui est donc l'assureur public du gouvernement du Canada, pour 2024, ils ont sorti un rapport dernièrement. Et donc, leurs perspectives au niveau de l'immobilier, j'ai été chercher les grandes lignes. Donc, pour eux, au cours de 2024, il devrait y avoir une baisse graduelle des taux d'intérêt et aussi une hausse plus modérée des coûts de construction. Donc, ils se sont un peu basés sur ce que les économistes ont dit et ils pensent qu'en effet, on devrait avoir une baisse graduelle des taux d'intérêt dans la prochaine année. Les économistes pensent que, évidemment, ça va continuer aussi sur 2025. Donc, ce que ça va faire, ça va stimuler les investissements résidentiels dans les différentes régions, ce qui pourrait créer un contexte plus favorable pour la création de nouveaux logements. Bon, ils envisagent un léger rebond pour les mises en chantier en 2025-2026. Malheureusement, selon eux, et je suis assez d'accord avec cette conclusion personnellement, ça devrait être quand même insuffisant pour répondre à la demande des besoins en matière d'habitation. Donc, un décalage entre la création de nouveaux logements et la demande, les besoins en termes de logement à un instant T. Donc, l'augmentation des mises en chantier ne va pas permettre de répondre aux besoins en termes de logement. Donc, au niveau de la métropole, donc au niveau de Montréal en particulier, ça va continuer d'attirer des fortes proportions d'immigrants et de résidents non permanents. Donc, en effet, l'immigration rentre vraiment beaucoup en ligne de compte là-dessus. On va avoir une slide à ce sujet juste après. Et donc, ça stimule la demande croissante de logements. En particulier, le poids sur le locatif, mais aussi le poids sur l'achat. Donc là, si on regarde plus spécifiquement justement la slide de la SCHL qui démontre l'accroissement naturel de la population versus l'accroissement de la population par le biais d'une immigration externe. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu un creux en 2020-2021, évidemment à cause des entrées qui étaient fermées pour la Covid. Ces entrées-là ont été révoquées en 2022 pour rouvrir les vannes, pour pouvoir combler le manque qui avait eu lieu les années précédentes. Ensuite, ce qu'on remarque, c'est que 2023 a augmenté par rapport à 2022. Et si on compare de date à date, finalement, entre janvier et septembre, on a quand même un énorme écart entre 2022 et 2023. Et donc, ça vient contribuer à renforcer le point dont on vient de parler juste avant, qui était le poids que cela impacte sur la demande croissante de logement. Alors là, SCHL a aussi donné leurs estimations sur l'évolution des prix du marché finalement à la revente et sur le locatif entre 2023, 24, 25 et 26, donc pour tout ce qui est prévision. Et ce qu'on remarque, on remarque qu'ils ont prévu une augmentation des prix des propriétés, donc de 4% en 2024, 3% en 2025 et 3% en 2026. Donc, je vous inviterai à aller regarder un petit peu plus en détail le rapport de la SCHL si vous le souhaitez. Mais c'est assez intéressant de voir que même eux considèrent que finalement, il va y avoir une augmentation des prix quand même relativement significative pour la suite. Et ça, c'est important parce qu'un petit peu plus loin dans la présentation, vous allez voir, on va parler de la question
que tout le monde se pose, qui est: est-ce qu'on est mieux de rester locataire ou est-ce qu'on est mieux de devenir propriétaire si on peut? Est-ce qu'il vaut mieux attendre la baisse des taux ou est-ce qu'il vaut mieux acheter tout de suite? On va en parler un peu plus tard. D'abord, parlons de l'apport minimum. Attention, en ce qui concerne les nouveaux arrivants exemptés. Donc, on a la possibilité d'acheter avec aussi peu que 5%, donc finalement comme un citoyen canadien, mais on a plusieurs règles à satisfaire. La première, c'est qu'avec le 5%, on doit avoir le 12 mois de présence au Canada. Des fois, on a des exceptions possibles dans certains cas, mais des cas qui sont très, très rares. Donc, je préfère ne pas dire que c'est la norme. C'est vraiment des exceptions qui sont très rares et c'est du cas par cas. Et il faut qu'on ait cumulé 3 mois d'emploi au Canada. Dans ce cas-là, on va pouvoir acheter une unifamiliale ou un duplex propriétaire occupant. Si on a le 10%, alors on peut acheter aussi rapidement que lorsqu'on est présent depuis 6 mois au Canada et on a travaillé 3 mois. Ou alors, on peut même acheter dès qu'on a cumulé 3 mois d'emploi au Canada, avec seulement, par contre, un seul des 3 assureurs qui accepte cette condition-là. Dans ces cas-là, avec notre 10%, on est capable d'acheter une unifamiliale, un duplex, un triplex ou même un quadplex, tant et aussi longtemps qu'on est propriétaire occupant. Si on a le 20 à 35%, alors on peut basculer dans le prêt conventionnel. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a des critères qui viennent s'ajouter par rapport à ça. Mais donc, ça nous ouvre un certain nombre d'autres opportunités. Alors, attention pour la location option d'achat. Vous voyez mon petit bandeau en haut à droite. La location option d'achat, il faut faire attention parce que on n'est pas encore trop sûr de comment est-ce que la loi se place par rapport à ça. C'est-à-dire, si je ne suis pas exemptée de la loi, est-ce que je peux aller sur une location option d'achat? Honnêtement, les avocats que j'ai consultés là-dessus ne sont pas tous d'accord. Il y a des avocats qui disent que le fait de contracter une location option d'achat ne vient pas en désaccord avec la loi et d'autres qui disent que oui. Donc, il faut vraiment faire attention à ce critère-là. Et donc, on ne peut pas nécessairement être sûr à 100% de dire que si on y va avec un contrat de location option d'achat, on n'est pas en confrontation avec le texte de loi, étant donné qu'on vient faire une offre quand même de prise de possession, même si elle est future. Alors ici, je vous propose de regarder des exemples de capacité d'emprunt. Donc, on va partir du principe qu'on a des revenus familiaux autour de 100 000 $ par an brut. On a une bonne cote de crédit. On a un taux qui est un taux autour de 5%. On amortit sur 25 ans. Donc, on a des mensualités qui tournent autour de 2 240 $ par mois. Si j'ai un 5% d'apport, donc autour de 20 000 $ par exemple, je vais pouvoir acheter une propriété de 390 000 $. Si j'ai jusqu'à 10%, donc un peu plus que 41 000 $, je vais pouvoir acheter une propriété de 415 000 $. Et si j'ai le 20%, alors donc autour presque 100 000 $ finalement, je vais pouvoir acheter une propriété de 480 000 $. Ça vous donne un petit peu des exemples de capacité d'emprunt pour ce genre de revenus. Alors, l'impact finalement du taux. Donc, je le disais tout à l'heure, les taux aujourd'hui sont autour de 5, 7, mais les économistes s'attendent à ce que prochainement, les taux arrivent plutôt autour de 4 dans le courant de l'année prochaine. Donc, quel serait l'impact de ma mensualité si j'avais un taux à 5% tel qu'il est aujourd'hui versus un taux à 4% dans quelques temps. Donc, au final, on a une mensualité qui va être autour de 2 873 $ pour une propriété achetée à 500 000 avec un apport de 25 000. Et si mon taux descend à 4%, alors je vais tomber à peu près à 2 600 $. Donc, on voit un écart d'à peu près 273 $ par mois entre un taux à 5 et un taux à 4. Si j'achète toujours 500 000, mais que j'ai le 10%, ma mensualité passe de 2 698 à 2 440. Donc, on voit un écart relativement similaire aussi en termes de mensualité. Et si je mets le 20%, ma mensualité va passer de 2 326 à 2 104. Donc, pareil, on va avoir 220 $ d'écart à peu près aussi à ce niveau-là.
Je réponds juste à Émeric. Oui, Émeric, sur la slide précédente, en effet, le 100 000, c'était du 100 000 brut. On considère toujours les revenus bruts lorsqu'on fait la capacité d'emprunt. On ne parle pas de net, jamais. Alors, maintenant, comme je disais tout à l'heure, l'exemple d'impact pour acheter maintenant ou acheter dans 2 ans. Je vais vous comparer les deux cas et je vais vous montrer, je vais essayer d'aller vraiment progressif parce que c'est vraiment pas simple comme exercice. Donc, si jamais vous avez besoin d'y revenir ensemble séparément après la conférence, n'hésitez pas. Pour cette hypothèse-là, je suis partie sur une augmentation du prix de l'immobilier de 2% par an. Souvenez-vous que la SCHL a mentionné juste avant le fait qu'eux, ils partent sur une augmentation de 4% cette année et ensuite 3% les 2 prochaines années. Donc là, avec mon 2% d'augmentation par an, je suis très conservateur. Je compare le cas numéro 1 où j'achète 500 000 $ en 2024 avec le cas numéro 2 d'un achat de 520 000 $ et 200 en 2026, donc en me basant sur mon augmentation de 2% par an. Donc, dans mon cas numéro 1, où j'achète tout de suite, j'ai mis 20% d'apport, donc j'ai mis 100 000 $ d'apport, et j'ai un taux d'intérêt à 5% que j'amortis sur 25 ans. Ça me donne une mensualité de 2 326 $. Bon. Ensuite, au bout de 2 ans, mon capital restant dû sera de 383 000 $ environ. Et la valeur estimée de la propriété sera de 520 200 $. Donc, une épargne de 37 000 $ de plus qu'initialement. Dans mon cas numéro 2, j'achète 520 000 $ en 2026. Excusez. J'aurais payé en intérêt 38 000 $, 39 000 $ pratiquement dans mon cas numéro 1. D'accord? Donc ça, c'est le nombre d'intérêts que j'ai payé. Évidemment, j'ai retiré la partie du capital qui a été déposée par le biais de mes mensualités. Maintenant, cas numéro 2, j'achète 520 000 et 200 en 2026. J'apporte 20% d'apport aussi, donc 104 000 $. Donc, j'ai dû mettre de côté 4 000 $ de plus que mon cas numéro 1. Par contre, mon taux d'intérêt, lui, il est plus bas. Il est passé à 4% et j'ai un amortissement de 25 ans. Donc là, ma mensualité, évidemment, est plus basse. Je tombe à une mensualité de 2 189 $. Par contre, en 2 ans, entre 2024 et 2026, j'ai payé 2 350 $ de loyer environ. Donc, on s'est basé sur des propriétés similaires en accord avec des courtiers immobiliers qui travaillent sur le sujet. Ils m'ont dit, voilà, si on regarde des montants similaires, le loyer payé aurait été de 2 350. Je n'ai pas tenu compte d'augmentation potentielle de loyer, mais en vrai, j'aurais dû. Mais là, je ne l'ai pas fait. Donc, ça veut dire que pendant tout ce temps-là, entre mon loyer payé et, mon apport supplémentaire, finalement, il faut que je génère 60 440 $ de plus que ce que j'avais dû avoir au départ. Donc, on peut comparer le 39 000 avec le 60 000. Donc là, on pourrait s'arrêter là. Mais la vérité, c'est que on pourrait m'opposer. Oui, mais Audrey, ce qui est intéressant, c'est plutôt de regarder ce qui se passe les 3 années d'après. Parce que si je me suis engagée sur 5% pendant 5 ans au départ dans mon cas numéro 1 et que je m'engage sur un 4% pendant 5 ans sur mon cas numéro 2, qu'est-ce qui se passe finalement les 3 années qui suivent ma date d'achat? Donc, entre 2026 et 2029. Donc, ça, c'est intéressant. On va regarder. Qu'est-ce qui se passe maintenant les 3 années suivantes dans mon cas numéro 1? Dans les 3 années qui suivent, mon capital restant dû, j'ai gardé mon taux de 5%, va descendre à 354 000. La valeur estimée de la propriété passera à 552,40 et j'aurai donc une épargne totale de 98 000. J'aurais payé au total 94 000 $ d'intérêt sur la totalité de la date des 5 ans. Dans mon cas numéro 2, donc, on avait passé 2 ans locataire, puis ensuite 3 ans propriétaire à partir de 2026.
Dans les 3 ans qui suivent 2026, je vais avoir un capital restant dû de 385, puisque je suis devenue propriétaire plus tard. La valeur estimée de la propriété va être la même, mais donc je n'aurai épargné que 62 000, 63 000. Et en intérêt payé, le loyer, j'aurais payé 108 000 dollars. Donc, on voit dans cet exercice-là, évidemment, il y a des éléments qui ne rentrent pas en ligne de compte là-dedans, qui sont imparfaits. C'est vraiment pas on a des hypothèses et les deux cas ne peuvent pas être exactement parfaits avec la réalité. Mais ce qu'on remarque malgré tout, c'est que si vous décidez d'attendre pour acheter, ben, ce ne sera pas forcément en votre faveur. Ça sera plus intéressant pour vous, si vous pouvez, d'acheter maintenant, même avec un taux plus élevé, que d'attendre un an et d'acheter une propriété plus chère avec un taux plus bas dans un an ou dans 2 ans. Voilà, j'arrive à la fin de ma présentation. Donc, j'ai un flyer en fait qui reprend les différentes étapes par lesquelles vous allez passer pour l'achat. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter pour me demander le document PDF. Ça va me faire plaisir de vous l'envoyer. J'ai terminé ma présentation. N'hésitez pas à scanner mon QR code si vous voulez avoir accès aux différents réseaux sociaux et au site internet, etc. En attendant, je vais ouvrir les questions. Donc, si jamais vous avez des questions, c'est le moment. Donc, je vais passer au travers des questions précédentes pour voir s'il y en avait qui avaient été posées au fur et à mesure. Alors, j'ai une première question de Geoffroy qui me demande: peut-on acheter un terrain et construire avec un permis d'études? Alors, techniquement, oui, les terrains sont exemptés de la loi. Donc, vous avez la possibilité, en effet, d'acheter un terrain. Pour acheter un terrain, c'est minimum 20% d'apport. Et ensuite, la construction peut s'ajouter par-dessus. Donc, oui, c'est tout à fait possible d'acheter un terrain et de le faire construire par-dessus. La loi ne s'applique pas sur ce type de questionnement. Voilà, j'espère que j'aurai répondu. Donc, Mirabai demande d'envoyer les documents. Alors, oui, je peux te les envoyer, il n'y a pas de problème. Je vais prendre en note ton courriel et puis t'envoyer le document PDF. Accessoirement, tu peux aussi prendre mon courriel en note et le QR code, et puis ensuite revenir vers moi si jamais ce n'est pas le cas. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Si jamais il n'y a pas d'autres questions, je vais pouvoir commencer à regarder les autres éléments. Ah, je vois que nous avons potentiellement d'autres questions ici. Tac, hop. Je vais juste vérifier si on a des questions des deux côtés avant de pouvoir avoir la certitude. Non, j'ai pas de questions. Alors écoutez, si jamais vous n'avez pas d'autres questions, je vais pouvoir terminer la conférence maintenant. Vous avez mes coordonnées, vous avez aussi le site internet, donc n'hésitez pas à nous contacter a posteriori si vous avez des questions qui vous arrivent un peu plus en détail par après. Et si vous souhaitez une évaluation personnalisée, évidemment. Alors, Émeric, le courtier hypothécaire fait-il des simulations? Juste pour être sûr que je comprends bien ta question, le courtier hypothécaire, donc mon rôle à moi, c'est de vous accompagner de A jusqu'à Z sur le financement. Donc, on commence par l'étape de la préapprobation. Je ne sais pas si tu étais là au début de la conférence, mais on commence par l'étape de la préapprobation. Donc, on fait la capacité d'emprunt et oui, on fait en effet les simulations pour vérifier qu'est-ce qui est le plus intéressant pour vous de faire à un instant T, que ce soit en termes de quel montant d'apport mettre, simuler les différentes options et voir ensemble qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Ensuite de ça, vous passez à l'étape de la recherche et de l'approbation. Et donc, oui, on est tout à fait en capacité de t'accompagner là-dessus sans problème. Ça me fait plaisir. Voilà, donc ben, encore une fois, je vais de nouveau faire le wrap-up.
Ah, ben non, en fait, il y a plein de questions qui arrivent a posteriori. Alors bon, je vais continuer à répondre aux questions. Est-ce possible d'arriver à la conclusion d'un achat en 6 mois? Alors oui, tout à fait. Un achat peut prendre aussi peu de temps que 4 semaines. Donc, entre le moment où vous trouvez votre propriété, vous avez fait une promesse d'achat acceptée, et le moment où vous passez chez le notaire, ça peut prendre aussi peu que 4 semaines. Ensuite, c'est une négociation avec le vendeur. Il faut que vous et le vendeur soyez d'accord pour pouvoir passer chez le notaire en un laps de temps aussi court ou en un laps de temps aussi long, parce qu'un achat en 6 mois, c'est considéré comme long. Mais à l'intérieur de ce laps de temps-là, je ne prends pas en considération le temps de recherche. Donc, je parle vraiment du temps entre le moment où vous avez une promesse acceptée et le moment où vous passez chez le notaire. Le temps de la recherche peut être plus ou moins long en fonction de votre secteur, s'il y a des surenchères, si vous avez fait des promesses d'achat qui ne sont pas nécessairement acceptées parce que vous n'avez pas été la promesse qui a été retenue. Donc ce temps-là, qui est un temps beaucoup plus difficile finalement à estimer, ne rentre pas dans le laps de temps que je viens de mentionner. Question suivante, est-il simple d'acheter une maison cash? Combien de temps est-ce que ça prend? Acheter une maison cash, on doit quand même subvenir à la loi. On ne peut pas se départir de la loi quand on achète cash. Si vous respectez les conditions de la loi, oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Vous devez simplement montrer que vous avez les fonds disponibles pour l'achat. Attention, fonds disponibles signifie des fonds qui sont idéalement situés au Canada. Parce que si on se situe à l'intérieur de notre laps de temps de 4 semaines, comme je disais, entre le moment où on trouve la propriété et le moment où on passe chez le notaire, normalement, le notaire est censé vérifier que les fonds sont présents au Canada dans le mois qui précède la date de signature. Donc, si vous achetez cash, pensez à ce délai incompressible de 1 mois de présence des fonds sur le territoire. Les banques financent-elles les autoconstructions? Alors, par autoconstruction, on entend construction faite par nos soins, et par nos soins, j'entends pas la réalisation au complet. Donc, ça veut dire que moi, je vais mandater différents entrepreneurs ou différents corps de métier qui vont pouvoir ensuite construire ma propriété. Il faut que 51% de la construction ait été réalisée par des entrepreneurs, et que le dernier 49% soit juste des finitions. Donc, monter des cloisons, poser la céramique, faire la peinture, etc. Tout ce qui concerne la plomberie, la toiture, les fondations, l'électricité, évidemment, ça, on ne peut pas le faire soi-même. Et on a une enveloppe globale de construction. Oui, on peut faire financer cet élément-là, mais attention, le nombre de prêteurs qui va dans cette direction-là est très, très restreint. Donc, je vous conseille fortement, si c'est votre cas et si vous avez besoin d'un financement, de me contacter peut-être à part, pour qu'on puisse regarder ensemble la faisabilité, parce que ça veut dire qu'on doit d'abord financer le terrain, et ensuite, une fois qu'on a acquis le terrain, on va devoir financer la construction. Et donc, ça veut dire qu'une fois qu'on a financé le terrain, on n'est pas sûr encore à 100% qu'on va être en capacité de financer la construction. Donc, c'est vraiment important de contacter un courtier hypothécaire au préalable pour vérifier la faisabilité de tous ces éléments-là avant d'aller un peu plus loin sur le projet, pour s'assurer que c'est faisable, en théorie, sur la totalité. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Geoffroy. Bon, il est encore temps pour vous, si vous souhaitez, de poser d'autres questions. Je vais laisser le chat ouvert un petit peu, juste histoire de m'assurer qu'il n'y a pas de nouvelles questions qui arrivent last minute. Encore une fois, la conférence est enregistrée, donc vous allez pouvoir y avoir accès a posteriori. Si vous voulez recevoir la documentation, n'hésitez pas à m'envoyer un petit courriel également. Et je vous invite à participer à notre prochaine conférence, donc sur la cote de crédit, si vous ne l'avez pas déjà vue, qui devrait avoir lieu le mois prochain. La date va sortir prochainement. Merci Geoffroy, avec plaisir, j'attends ton message sans problème.
Merci tout le monde pour votre présence et votre participation. Ça m'avait fait plaisir de vous présenter ces éléments aujourd'hui. J'espère que ça vous aura été utile et au plaisir de vous parler bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.